à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, on parle d'investissement responsable dans Smart Patrimoine. Focus aujourd'hui sur un article bien précis de la loi climat, l'article 29. Que dit-il ? Eh bien que les investisseurs vont encore devoir se conformer à de nouvelles exigences. Ils seront notamment soumis à une obligation de reporting sur la biodiversité dès 2022. Cette année donc, la directrice générale de Novetic, média de référence de l'économie responsable, nous aidera à y voir plus clair. Et puis, dans Enjeux patrimoine, un jour qu'on connaît tous, que beaucoup redoutent, même celui où il faut remplir sa déclaration d'impôt. C'est aujourd'hui, jeudi 7 avril, que la campagne débute. Sur papier, vous aurez ensuite jusqu'au 19 mai pour l'envoyer, car malgré le prélèvement à la source, la déclaration annuelle est toujours obligatoire. L'occasion de revenir donc avec nos experts sur ce à quoi il faut faire attention. Cette année, d'ailleurs, quelques nouveautés, vous verrez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les jeudis, focus sur l'investissement responsable. On va parler de la loi climat, mais d'un article bien précis aujourd'hui, l'article 29, dont le décret d'application a été publié au journal officiel le 27 mai 2021, 27 mai dernier. L'objectif, revisiter, clarifier et renforcer le dispositif de transparence extra-financière des acteurs de marché. Pour en parler, notre invitée aujourd'hui, c'est Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant cette loi, Anne-Catherine, la France disposait déjà d'un cadre réglementaire en matière de transparence extra-financière des investisseurs. Oui, en fait, la France est vraiment une pionnière dans un type de dispositif qu'elle a lancé il y a près de 20 ans, qui était effectivement de créer des obligations de reporting, alors au départ pour les entreprises, puis progressivement pour les investisseurs, de façon à espérer que parce qu'ils ont ces obligations de communication publique, les acteurs, qu'ils soient entreprises ou investisseurs, vont structurer des stratégies. C'est ça, c'est une façon qui n'est pas de réglementer la façon dont ils doivent faire leur métier, mais qui est par contre de les inciter à communiquer sur leurs meilleures pratiques. Là où la France a encore innové, c'est en 2015, puisqu'elle a créé une obligation de reporting climat pour les investisseurs. Alors, si vous remettez il y a 7 ans, l'idée de comment on mesure une empreinte carbone d'un portefeuille qui, par nature, directement, n'émet pas tant que ça, à part les ordinateurs qui sont utilisés pour le construire. Donc, du coup, c'était l'idée de se dire, bah oui, mais ce qui est important, c'est finalement dans quoi est investi ce portefeuille. Donc, évidemment, si on investit dans le secteur pétrolier et si on finance des éoliennes, on n'a pas la même empreinte carbone. Ça, c'est à peu près clair. En revanche, pour tous les autres type d'actifs ou de secteurs d'activité. Là, c'est beaucoup plus un peu moins clair. Ah bah oui, puis surtout, les méthodologies se sont inventées à partir de 2015. Donc, on n'a pas du tout aujourd'hui de méthodologie stabilisée pour tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que le législateur est revenu sur le sujet. Et surtout, le gouvernement a publié un décret d'application en mai dernier qui précise. Alors, ça peut avoir l'air très technique, mais c'est vraiment intéressant de passer au-delà de cette technicité pour comprendre pourquoi faire du reporting climat, c'est bien, mais dire le changement climatique, c'est grave, c'est tout, ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment avoir plus d'ambition dans le reporting climatique. On va rentrer dans le détail, évidemment, de ce décret avec vous. L'enjeu, là, donc, c'était quoi ? Donc, de continuer à conserver cette avance, c'est ce que vous disiez de la France sur ce sujet ? Oui, parce qu'effectivement, la France défriche finalement une façon de faire et de la régulation, mais surtout, entre 2015 et maintenant, il y a eu tout le déploiement du paquet de régulation européen sur la finance durable, qui adopte un peu la même stratégie, c'est-à-dire qu'il a considérablement renforcé les exigences auprès des investisseurs et aussi des entreprises, mais c'est en cours de déploiement, sur justement quelle communication elles doivent faire, sur la façon dont elles prennent en compte, par exemple, le risque climatique. Donc du coup, l'ambition du législateur français, c'était bien de garder cette dimension un peu pionnière de la France et de l'accorder au dispositif européen qui, lui, s'est considérablement renforcé. Sur le reporting, donc, quelle avancée majeure alors apporte ce texte ? Alors, il y a une nouveauté assez extraordinaire qui est évidemment, essayer de mesurer son empreinte biodiversité. Alors, je viens de vous expliquer que sur le climat,
c'était déjà totalement innovant en 2015. Sur la biodiversité, c'est encore plus compliqué, puisque là, on a très peu de mesures, en fait. Donc, alors, les entreprises communiquent très peu sur le sujet, et on a l'idée que la biodiversité, ça veut dire qu'il faut protéger l'espèce de la grenouille, je ne sais pas quoi, qui va empêcher la construction de je ne sais quelle route ou autre. En fait, c'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est que la biodiversité, c'est finalement l'ensemble de la nature, c'est-à-dire les espèces, mais aussi tous les écosystèmes, que ce soit terrestres, maritimes ou autres. Donc la question, c'est quelle pression on exerce. Alors là encore, dans quel type d'actifs on est investi. Si évidemment, par exemple, prenons un exemple, on a des actions d'une entreprise qui fait du chalutage industriel et des échelles incroyables et qui est en train de vider les océans, évidemment, l'empreinte biodiversité est assez négative. Si en revanche, on est en train d'investir dans un mode d'agriculture bio ou dans une chaîne de production de ce type-là, on va réduire son empreinte. Donc on est vraiment en train, et l'objectif de cet article, c'était que les investisseurs commencent à avoir une idée et évidemment évaluent leur portefeuille avec ce genre de lunettes. La difficulté, évidemment, les investisseurs ont tout de suite dit, mais attendez, comment peut-on faire ça alors qu'on a peu de métriques, pas vraiment de méthodologie. Pas de méthodologie, pas d'outils. Et surtout, alors il y en a un petit peu, hein. Il y a deux guides qui existent, l'un qui a été publié par France Assureur il y a quelques mois et l'autre par le Forum pour l'investissement responsable. Donc ils ont d'abord expliqué de quoi on parlait. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire aujourd'hui, donc ils sont disponibles dans les deux cas sur leur site internet respectifs. Et puis ils expliquent effectivement ce qui existe. Pour l'instant, on a vraiment quelque chose d'embryonnaire, mais c'est un peu... j'étais déjà là en 2015 et donc je me souviens très bien des discussions. C'était mais on peut pas mesurer des empreintes carbone, on n'a pas les méthodologies, c'est pas possible, ça. Et en fait, ça a quand même eu lieu, ça a quand même démarré parce qu'en fait, ça vous permet de changer de regard sur ce qu'est l'investissement. Oui, bien sûr, gérer de l'argent, ça veut dire qu'on essaie de faire fructifier l'argent qui vous est confié et ça, personne ne le remet en cause. La question aujourd'hui qui est posée, c'est comment et avec quels impacts on le fait. C'est-à-dire si effectivement il y a trop d'impacts négatifs pour faire fructifier cet argent, surtout à moyen long terme, ça pose problème. Et toutes ces mesures d'empreinte biodiversité, d'empreinte climat, avec des méthodologies qui sont de plus en plus précises, et surtout, on ne peut pas se débarrasser de ce genre d'obligation avec j'ai fait planter 3 arbres, je ne sais pas où, ou 30 ou 300. Il y a vraiment une logique, c'est le cœur de l'investissement qui doit être analysé et dont l'impact doit être mesuré. Ce que vous nous dites là, ça représente un travail monstre pour les sociétés de gestion, non ? Alors oui, parce que c'est pas du tout, elles sont rarement structurées comme ça. Alors c'est une obligation qui est réservée à celles qui gèrent plus de 500 millions d'euros. Donc évidemment, c'est toutes les plus grandes. En revanche, les petites, alors elles ont ce qu'on appelle un comply or explain, c'est-à-dire qu'elles doivent expliquer pourquoi elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc oui, c'est un gros travail, mais d'abord, c'est une logique qui de toute façon va s'imposer puisque la réglementation européenne elle-même change. Et puis, il faut avoir en tête que dès la rentrée, les conseillers financiers vont devoir demander à leurs clients leur préférence ESG, c'est-à-dire leur préférence sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, ils doivent être en capacité, une fois qu'ils auront déterminé qu'ils ont en face d'eux un écologiste engagé ou quelqu'un qui lui dit « ça ne m'intéresse pas », bon, ça, il saura probablement le gérer, mais ils vont devoir avoir de nouveaux dialogues. Et pour nourrir ce dialogue, ils vont avoir besoin d'expliquer en quoi ce fonds est effectivement plus ou moins protecteur de la biodiversité, ou pourquoi celui-ci, s'il a l'air de provoquer d'énormes dégâts, comment on peut les limiter. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, et j'allais dire, on est un peu obligé d'en passer par là. Les investisseurs essaient de gagner du temps quand même, parce que objectivement, ils n'ont pas aujourd'hui tous les moyens de répondre à cette obligation. Et ils investissent encore massivement dans les énergies fossiles, par exemple. C'est là aussi, tout à l'heure, vous preniez 2 exemples un peu opposés, hein, finalement, où c'est un peu facile de se dire là, c'est polluant, là, ça l'est moins. Voilà, est-ce qu'on peut quand même continuer à avoir une petite partie de son portefeuille qui investit dans des industries encore un peu polluantes? Alors, oui. On va être clair, l'économie telle qu'elle est, elle est ni alignée avec l'accord de Paris, ni en train de réduire ses impacts sur la biodiversité. Donc effectivement, ce qui va monter crescendo, c'est le fait de dire est-ce que ça c'est soutenable. Dans le mot anglais sustainable, il y a soutenable et durable. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'on est pour ou contre l'écologie. La question, c'est qu'il y a un modèle économique qui est menacé dans sa capacité à continuer tel qu'il est aujourd'hui. Mais ça, effectivement, si on se dit les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui, vous avez très peu
très peu de valeurs qui sont vraiment alignées avec les objectifs climatiques. En revanche, et c'est pour ça il y a cette obligation d'avoir des préférences ESG, c'est que du coup, ça change la nature du dialogue. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'expliquer, oui, le marché tel qu'il est, donc aujourd'hui, faire de la gestion financière en se disant je ne pollue pas, je n'ai pas d'impact climatique, c'est impossible. Donc, en revanche, on peut discuter de la façon dont on peut limiter les dégâts, voir le moins possible d'impact négatif et le plus possible d'impact positif. Puisque l'objectif unique de toutes ces régulations, c'est de créer des cercles vertueux. C'est-à-dire de faire prendre conscience que l'inaction fait de dire bah oui, les marchés sont comme ça, donc on ne peut rien faire. Et bah, si on ne peut rien faire, on va juste dans le mur un peu plus vite. Donc l'idée, c'est d'accélérer et de rendre de faire monter le volume d'investissement qui eux disent oui, le marché tel qu'il est pose tel et tel problème. Donc on va essayer d'investir. Alors ça peut être de tas de façons. Par exemple, vous avez des fonds durables qui s'appellent Best Effort. Alors Best Effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des valeurs qui ne sont pas forcément très bien notées ou qui ne sont pas en train d'avoir une politique environnementale très forte, mais l'objectif, c'est de les encourager à se transformer. Donc quand on explique clairement ce type de stratégie, on peut tout à fait, en tant qu'investisseur, choisir de dire moi, je choisis d'améliorer les choses et donc je prends ce type de produit. Et de les tirer vers le haut. Voilà. Autre avancée aussi de ce décret, les seuils qui se sont élargis aussi, je crois. Alors oui, l'idée c'était d'une part, en fait, il y a un enjeu technique. Alors pour essayer d'être le plus accessible possible, on est parti donc en 2015 d'une empreinte carbone qui dit oui, là, ça émet plus ou moins de CO2 et on regarde les objectifs des entreprises. Mais les objectifs des entreprises sont souvent dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on prend, je dis n'importe quoi, mettons qu'en 98, c'était le pic des émissions de CO2 qui sont souvent scope 1 et 2. Le scope 1, c'est les émissions directes. Le scope 2, c'est les émissions liées à l'énergie, par exemple. Et le scope 3, c'est en fait l'usage de votre produit. La plupart du temps, par exemple dans une banque, ce qui est important sur le climat, c'est le scope 3, c'est-à-dire ce qu'elle finance. Parce que sinon, ces émissions directes sont assez limitées. Mais c'est valable aussi, par exemple, sur des centres commerciaux. Ils se sont aperçus que leur empreinte carbone, c'était les gens qui venaient en voiture dans le centre commercial, qui est beaucoup plus important que le centre commercial lui-même. Donc la question de qu'est-ce qu'on mesure est déjà clé. Et ensuite, aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre dans l'absolu qui est de dire je réduis de 40% mes émissions de CO2 que j'ai mesurées tout seul en autodéclaration. On ne sait pas très bien ce que ça vaut. Donc ce qu'annonce le décret, c'est que maintenant, on va devoir évaluer l'alignement du dit engagement de réduction avec l'accord de Paris. Est-ce que vraiment c'est en ligne avec ce dont on a besoin et sur le périmètre dont on a besoin. Donc là, on est bien sur des sujets techniques, mais depuis 2015, c'est développé énormément d'agences spécialisées, les ingénieurs travaillent beaucoup sur ces sujets-là, et donc on a capacité à comprendre. Et en fait, le sujet, c'est vraiment, puisque l'agenda climatique s'accélère, le rapport du GIEC qui est sorti lundi nous a dit qu'on avait 3 ans devant nous, donc on voit le décalage. C'est-à-dire si on dit on a le temps, parce que c'est en 2050 et on aura une neutralité carbone en 2050, on n'a aucune chance d'arriver à essayer de limiter le réchauffement climatique. Et donc vous y croyez, ce sera ma dernière question puisqu'il nous reste que quelques secondes, Anne-Catherine Husson-Traoré, à l'impact véritable donc, de cette loi, cet article de loi et ce décret d'application, impact réel, concret? Alors, oui, mais effectivement, chacun se l'approprie ou pas. Donc, c'est ça la limite. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est que ça crée vraiment une obligation de s'interroger, de créer des méthodologies, de vraiment, encore une fois, transformer la façon dont on voit l'investissement et de se poser la question de se dire quel est l'impact de cet investissement. Donc, c'est une amorce. Il faut évidemment accélérer, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir fait la lumière sur cet article 29 et ce décret d'application. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Novetic. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, déclaration d'impôt, à quoi faut-il faire attention? Et oui, la saison de la déclaration d'impôt 2022 est lancée. Vous avez jusqu'à fin mai ou début juin pour remplir votre télédéclaration selon votre département de résidence. Elle peut s'avérer être un problème lorsqu'on ne sait pas ce que l'on doit ou non déclarer. Mode d'emploi donc aujourd'hui avec nos deux invités. Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Charles Basset est également avec nous, président du comité attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Aïda Kamoun, petite question d'abord avant de commencer. Pourquoi ce moment, il est toujours autant synonyme d'angoisse pour les Français ? En réalité, c'est un moment où on doit déclarer l'ensemble de ses revenus et parfois même de son patrimoine avec l'IFI. Et parfois, on peut s'interroger sur quelle case remplir. Est-ce que c'est le bon régime d'imposition que j'applique ? Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser et qui peuvent être source un peu d'angoisse parce qu'on ne sait pas trop où aller chercher l'information. Puisque le système a été décomplexifié quand même ces dernières années et malgré tout, cette déclaration d'impôt reste source d'angoisse. Alors, ça a été décomplexifié, mais ça reste quand même un petit peu complexe puisqu'il y a des experts qui vont justement remplir ce type de déclaration pour certains de leurs clients. Mais surtout, l'effort qu'a fait l'administration fiscale, c'est de mettre en place un certain nombre de fiches et d'éléments. Il y a des notices qui sont de mieux en mieux, c'est vrai, faites et auxquelles on peut se référer pour pouvoir déclarer au mieux. Charles Basset, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Qui doit souscrire une déclaration de revenus ? Exactement, expliquez-nous. L'ensemble des particuliers résidents fiscaux français. Rappelez peut-être en préambule que le prélèvement à la source n'exonère pas à la fois de l'établissement de la transmission de la déclaration d'impôt sur le revenu. Il doit être effectué, sauf exemption, par Internet. Et puis peut-être rappeler également que le pré-remplissage, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Il vous faut bien évidemment à la fois vérifier les informations pré-remplies et les compléter éventuellement. De quelles informations on a besoin avant de remplir sa déclaration d'impôt ? Alors, l'ensemble des revenus, et je pense notamment aux revenus fonciers qui ne sont pas pré-remplis, et puis vérifier les éléments pré-remplis et transmis à l'administration directement. Oui. Alors, il y a aussi les résidents, effectivement, comme l'a rappelé, qui doivent déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, c'est-à-dire les revenus français et étrangers, mais il y a également les non-résidents qui doivent également souscrire des déclarations d'impôt pour l'ensemble de leurs revenus français. Pour les personnes non imposables aussi, c'était important de le préciser. Pour les personnes non imposables aussi, est-ce qu'elles ont intérêt à le faire, à remplir une déclaration d'impôt également ? Oui, souvent elles ont intérêt à le faire parce qu'elles vont recevoir un avis d'imposition, même s'il est à zéro. Il est indispensable pour effectuer certaines démarches auprès de certaines administrations qui vont le demander, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux ou sociaux. Aïda Kamoun aussi, on s'y perd souvent. Quelle déclaration souscrire ? Celle en ligne, la pré-remplie, celle sur papier ? Comment on s'y retrouve ? Qui est éligible à quoi ? Alors, en réalité, le principe, c'est que maintenant, il faut déclarer en ligne. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont recevoir des déclarations pré-remplies. Ce sont les personnes qui ont déclaré l'année dernière en version papier. Donc, elles reçoivent une déclaration pré-remplie, elles la vérifient, elles la signent, elles la renvoient. Il y a aussi des personnes qui vont recevoir ce qu'on appelle des déclarations automatiques. En fait, ce sont des déclarations qui sont reçues par ceux qui n'ont que des revenus connus par l'administration fiscale et qui n'ont déclaré aucun changement de leur situation familiale ou changement d'adresse au cours de l'année. Dans ce cas-là, elles remplissent, elles reçoivent cette déclaration automatique. Alors attention, vérifier, c'est déclarer. Donc on vérifie cette déclaration. Si il n'y a aucun ajout à effectuer, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Sinon, il faut aller sur l'espace personnel impôt.gouv et procéder à la déclaration. Charles Basset, jusqu'à combien de formulaires on peut remplir ? Je ne les ai pas comptés, mais énormément. Énormément. Ouais, il y en a plusieurs. Et sur ce que disait Aïda Kamoun, on ne s'y perd pas, c'est simple, l'administration fiscale finalement nous sollicite. En fait, c'est elle qui nous dicte si c'est la pré-remplie, si c'est l'automatique, on n'a pas à se poser 15 000 questions. Je ne dirais pas ça parce que la fiscalité française a pas grand-chose de simple. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si c'est des déclarations entre guillemets basiques, revenus salariés, vous pouvez les faire vous-même. Sinon, il faut se tourner vers des professionnels comme nous, avocats ou experts comptables.
Oui, dans quel cas vous intervenez, vous, pour des clients avec des gros patrimoines? Voilà, qui peut faire appel à vous, à des avocats, des experts comptables, pour remplir leur déclaration d'impôt? Aïda Kamoun. Alors, effectivement, on a tendance à penser que c'est les gens qui ont de gros revenus, disons, et de gros patrimoine. Alors oui, effectivement, c'est le cas. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être un petit peu perdues. Par exemple, des personnes qui ont habité longtemps à l'étranger et qui reviennent et qui sont un petit peu perdues parce qu'ils n'ont plus l'habitude du process administratif français. Donc même si c'est des gens qui vont être simplement salariés, ils sont un petit peu perdus et donc ils ont besoin d'être aidés. Alors parfois, on peut les aider juste la première année, ils voient comment ça se passe et ça roule tout seul les années suivantes. Quand ils sont bien accompagnés, pas de souci. Donc vraiment, ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui sont un peu perdus entre leurs dividendes. Donc c'est un panel parfois assez large finalement, mais effectivement, les principaux concernés vont rester ceux qui ont des patrimoines importants. Charles Basset, vous parliez tout à l'heure des déclarations de revenus, voilà, ceux qui avaient un revenu fixe, quelque part mensuel, pour qui c'était assez simple. Quelles sont en général les cases les plus difficiles à remplir dans sa déclaration d'impôt? Celles où on s'y retrouve peu, où on ne sait pas forcément à quel régime on est affilié, voilà, les plus difficiles. Alors, ça va être celles concernant les réductions de crédit d'impôt et celles surtout, vous avez parlé des dividendes, qui nécessitent une option ou non. Et là, il y a un choix stratégique pour voir, calculer quelle est l'option la plus intéressante pour le contribuable. Et donc il y a des astuces pour les remplir plus facilement, plus vite, ces cases-là? Il faut faire les simulations, et notamment des dividendes entre le barème progressif et la flat tax. Mais il faut simuler et regarder ce qui est le plus intéressant. Depuis combien de temps il y a des simulateurs disponibles sur... Ça fait un petit moment. Alors, ils évoluent de plus en plus. L'avantage, vraiment, c'est... le simulateur, en fait, il est sur le site impôt.gouv. Donc, dès que vous rentrez sur le site, vous allez tout en bas et vous trouvez un simulateur. Il suffit de cliquer dessus, d'indiquer certaines informations et de faire des simulations. Attention, la simulation ne marche pas forcément pour tous les revenus. Les difficultés que peuvent rencontrer les gens, c'est notamment lorsqu'ils perçoivent des revenus étrangers. C'est là où il y a des formulaires complémentaires à remplir, notamment la 2047. Il faut remplir. Après, il y a des renvois sur la déclaration principale qu'il faut vérifier. Donc, dès qu'on est face à des revenus étrangers, c'est un peu plus compliqué. Et le simulateur ne va pas aller faire de simulation pour ces revenus-là. Donc, ce n'est pas assez poussé encore à ce niveau-là. Charles Basset parlait il ne savait pas trop combien de formulaires on avait à remplir. Vous avez un ordre d'idée? Alors, je n'ai pas le compte, mais il y en a beaucoup. Ouais. L'avantage maintenant du site, c'est qu'on n'a pas à se soucier du formulaire. Lorsque on rentre sur le site déclaratif, en fait, on va cocher les cases que l'on doit, les revenus que l'on perçoit. Et en fonction, on va nous donner les formulaires. Donc, on n'a pas comme avant, comme dans la version papier, à aller chercher quel formulaire exact. C'est fait automatiquement. Donc, ça facilite quand même les choses. On va rentrer dans les nouveautés, un peu 2022, pas, très peu, je crois, mais quelques-unes en tout cas. Juste pour revenir sur la question que je vous posais au début, s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, ce seraient lesquelles, Charles Basset, véritablement? Avant de la rentrer dans ce qui a un peu évolué, voilà, le contribuable, il va remplir sa déclaration d'impôt à partir d'aujourd'hui. Voilà. Une chose à laquelle il faudrait faire attention. Alors, bien vérifier les informations pré-remplies. Après, cette année, c'est très léger parce que l'année électorale oblige. On a quelques crédits d'impôt supplémentaires, mais c'était une loi de finances très, très sobre. Aïda Kamoun? Oui, la seule recommandation que j'aurais à faire, c'est, comme il y en a deux finalement. Un, comme on en a parlé, c'est la simulation. Et deux, ne pas hésiter, en cas de doute, d'indiquer, de faire un commentaire assez précis à l'administration fiscale. On peut le faire en ligne et d'indiquer nos doutes, de dire voilà, j'ai bénéficié de tel revenu, je suis preuve de bonne foi. Voilà, ça démontrera, si jamais on se trompe, ce sera un indice de bonne foi de notre part. Et ça, c'est possible partout, la possibilité de laisser un commentaire? Oui. C'est possible en dessous de presque chaque Alors non, chaque c'est pas en dessous de chaque case. Ça vient vers la fin, où il y a un espace commentaire lorsqu'on est en ligne. On va rentrer donc, je le disais, dans les nouveautés de cette déclaration 2022. Charles Basset,
pas beaucoup de nouveautés, mais une, deux quand même qui ressortent. Oui, on a quelques crédits d'impôt supplémentaires, donc crédit d'impôt recharge électrique, pour installer une recharge pour les véhicules électriques. Et puis on a un crédit d'impôt également pour le premier abonnement de presse. C'est pas révolutionnaire, mais c'est quelques crédits d'impôt, on n'en avait pas suffisamment a priori, et on a quelques incitations fiscales en plus. Aïda Kamoun, pas beaucoup de nouveautés, donc? Non, en fait, bon, il y a deux types de nouveautés, en fait. Il y a des nouveautés de formulaire. Là, il y en a 3. C'est pas grand-chose. Il y a un nouveau formulaire, par exemple, toutes les réductions Pinel en Bretagne. Voilà, il y a des facilitations aussi, parce que sur les comptes à l'étranger, les formulaires comptes à l'étranger, et ben maintenant, c'est ceux qui ont déjà déclaré l'année dernière, ça a fait l'objet d'un report, donc il suffit juste de vérifier, on n'a pas à tout ressaisir. Donc voilà, il y a des choses un petit peu comme ça, pratiques. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de mesures nouvelles ou des mesures qui sont prolongées. Alors, il y en a à peu près 27. Sur le télétravail, je crois aussi, il y avait une mesure qui a été prolongée Oui. sur l'exonération. On a une exonération des allocations données pour le télétravail. Ouais. Il y a les chefs d'entreprise aussi qui bénéficient d'un abattement de 500 000 euros lorsqu'ils vont céder les titres de leur société. En fait, là, le mécanisme a été prolongé jusqu'à fin 2024. Et lorsqu'ils ont demandé leur droit à la retraite, ils avaient auparavant 2 ans pour céder leurs titres, pour bénéficier de cet abattement de 500 000 euros. Maintenant, ils ont 3 ans. Donc voilà, c'est des petites mesures comme ça. Sur la recherche kilométrique aussi, pas de révolution. Non, après, c'est un crédit d'impôt, mais qui est plafonné à 300 euros à peu près. Comment c'est décidé? Là, on a parlé de télétravail, on a parlé de recharge électrique. On sent bien qu'il y a un rapport aussi avec l'actualité, évidemment, et le contexte dans lequel on évolue. Voilà, comment c'est décidé? C'est le Parlement, hein, c'est l'Assemblée nationale et nos députés qui légifèrent et qui, lors de la loi Finances, rajoutent des mesures. Et on peut en rajouter indéfiniment. Voilà, est-ce qu'il y a des années où il peut y avoir 10 nouvelles mesures? Oui, c'est sans limite. Et puis on a ce fort en France de ne pas supprimer les anciens dispositifs, mais de rajouter une couche, ce qui ne simplifie pas forcément les choses. Et en effet, c'est en fonction de l'actualité. Là, par exemple, on a une augmentation du barème kilométrique en 2021 d'environ 10%. Ça risque d'augmenter un peu plus en 2022. Alors cette mesure, par exemple, elle n'a pas été faite via la loi de finances. Ça a été vraiment une réponse du gouvernement assez immédiate à l'augmentation du prix de l'essence. Donc il y a effectivement la loi de finances, mais parfois ça peut être des mesures prises dans l'urgence. Est-ce que c'est encore plus complexe pour le contribuable français de s'y retrouver là-dedans, ou est-ce que finalement il ne faut pas qu'il fasse trop attention à ces nouvelles mesures tous les ans? Charles Basset. Il faut relativiser. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. L'administration fiscale n'est pas un ennemi. On a une grosse phobie fiscale en France, mais voilà, si c'est fait avec sincérité, et même s'il y a des erreurs, ça se rectifie. Hein, y a pas de... Je pense qu'il faut dépassionner un peu cette déclaration d'impôt sur le revenu. Aïda Kamoun, il nous reste quelques minutes. Donc on peut laisser un commentaire en cas de doute, voilà, pour prouver sa bonne foi. Est-ce qu'on peut corriger sa déclaration de revenus? Oui. Alors, il y a la possibilité de la corriger autant de fois qu'on veut lorsqu'on déclare en ligne, jusqu'au délai prérequis. Ensuite, une fois que ce délai est achevé, l'administration fiscale ouvre une nouvelle période pendant laquelle on peut rectifier, qui s'ouvre à peu près début août et qui se termine fin décembre. Et une fois cette période achevée, on peut encore rectifier en faisant une réclamation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Aïda Kamoun, je rappelle, vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret Avocats, et Charles Basset, président du comité attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. On peut faire appel à vous, hein, donc si on a des problèmes pour remplir sa déclaration. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.